Alors, merci à tous d'être là, d'avoir bravé cet orage. Merci à nos orateurs fort nombreux pour la qualité de leurs interventions. Et alors, il m'appartient de faire un petit speech sur l'OMS. Alors, l'OMS. Bon, vous avez compris que ce n'était pas une organisation très reluisante. Je vais citer Nigel Farage, qui disait « c'est une organisation épouvantable ». Alors, je ne vais pas vous cacher que « épouvantable », c'est encore trop doux à mes oreilles. C'est une organisation monstrueuse qui nous prépare un monde monstrueux. Alors, mafieux, oui, mais c'est encore trop doux, c'est monstrueux. C'est vraiment, c'est criminel, bien sûr, c'est monstrueux. Je n'ai pas d'autres termes. Si vous en trouvez un plus fort, allez-y, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, le but de mon propos, c'est de vous montrer un peu comment on est arrivé en 1948 d'une idée qui a l'air fort sympathique à une idée fort monstrueuse, à une réalité fort monstrueuse. 1948, après-guerre, on se dit plus jamais ça. Je sais pas vous, mais moi à l'école, le plus jamais ça, je n'ai entendu que ça. Ah, plus jamais ça, plus jamais ça. Et alors maintenant, je me dis, ah bah on y est, c'est pas plus jamais ça, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors ça m'agace un peu. Donc, 1948, l'OMS, formidable, on va s'occuper de la santé des peuples. On va faire en sorte que les peuples soient tous contents, tous sains, tous en bonne santé, qu'ils aient tous accès aux médicaments, aux médecins, aux vaccins. Ah oui, c'est bien. Bon, ça a l'air bien comme ça. Formidable. Juste en 1948, quand on lit la charte de l'OMS, on se dit, ah, est-ce que c'est si bien que ça? Je vous lis. L'organisation jouira sur le territoire de chaque État membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Ah, bah alors, bon, donc l'OMS est déjà au-dessus des États membres. Et puis on ne peut rien lui dire, c'est un organisme non élu puisqu'il est philanthropique. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ok, donc ça passe comme ça, comme l'ONU, enfin toutes ces organisations supranationales apatrides. Et puis petit à petit, les États adhèrent, formidable, actuellement 194 membres. Puis bien sûr, comme l'ont évoqué d'autres orateurs, il faut financer tout ça. Donc les États financent. Sauf que les plus gros contributeurs, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et tous les autres alors? Si on veut faire une santé globale, chacun à la même voie, ah ben non, 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 non. Non, non, c'est celui qui paye qui commande. Ah. Et puis petit à petit, ben, on a mis en place des financements privés. C'est Delphine, héritier de Barros, qui l'a rappelé. Bon. Sauf que maintenant, c'est 80% du financement de l'OMS qui appartient à des fonds privés. Notamment, il y a deux gros fonds privés. Il y a Gavi, l'Alliance pour les vaccins, qui appartient à Bill Gates. Et puis, il y a la fondation Bill et Melinda Gates. Puis quand c'est pas eux, c'est des laboratoires pharmaceutiques qui sont financés par, eh bien, toujours les mêmes. Et alors, rappelez-vous, Bill Gates, c'est ce petit génie qui travaille dans son garage et qui devient multimilliardaire, voilà, est tellement philanthrope qu'il veut vacciner la planète entière. Et il a fait pareil avec les virus informatiques, vous vous rappelez? Il a fabriqué un antivirus, après il a dit, bah, il y a des virus, alors il vous faut l'antivirus. Moi, ça me rappelle un truc en 2020, ça, on nous dit, ah bah c'est pas grave, j'ai déjà un virus, j'ai déjà un vaccin, vous allez voir, je vais vous faire un virus, enfin, ou le contraire, on ne sait plus, mais enfin, tout arrive en même temps, c'est merveilleux. Voilà, ça c'est Bill Gates. Et alors, ils ont nommé à la tête de l'OMS un ancien de Gavi. Oh, bah ça alors. Oh, bah oui, il a travaillé chez Gavi et maintenant il dirige l'OMS. Il n'y a pas un petit conflit d'intérêts, des liens là qui nous échapperaient? Voilà, l'OMS est devenu l'instrument de ces investisseurs, forcément celui qui paye dirige. Et alors ça m'a rappelé une histoire, ça m'a rappelé que Mussolini a défini le fascisme comme étant la fusion des intérêts publics et privés. Ah, je me dis, ben alors ça, c'est bizarre, hein, parce que l'OMS, qui appartient à 80% à des privés,
ça ressemble quand même. Puis maintenant, l'OMS, elle veut faire la santé globale, mais pas que. Médicaments global, le climat global, l'éducation globale, les restrictions globales, tout global, au profit de toujours les mêmes. Et alors ce qui me choque dans tout ça, c'est la perversité absolue du système. C'est ça qui a le don de m'énerver. On part d'une idée qui a l'air pas mal, hein. On va s'occuper de la santé des peuples, ça on peut rien dire, c'est formidable. Simplement, petit à petit, c'est tellement dévoyé que on n'y comprend plus rien, et surtout, on le subit, nous, les peuples. Alors comment on fait? Bon, il y a le financement, bien sûr, mais il y a d'autres instruments. Il y a par exemple les définitions. Définition de la santé, de la maladie, d'une épidémie, d'une pandémie, tout ça a été petit à petit aussi modifié par petits pas, et maintenant on n'y comprend plus rien. Ou alors, si on comprend, mais c'est tellement flou que c'est sujet évidemment à interprétation. Donc imaginez, demain je vous dis un agent pathogène sévit, ouais, je dis attention, j'ai un vaccin, et bien alors je vais vous le vendre, puis il va devenir obligatoire parce que moi j'ai besoin d'un retour sur investissement. C'est ce qui est en train de se passer. Les définitions deviennent tellement larges, tellement subjectives, tellement sujettes à interprétation qu'elles deviennent folles et que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Parce que la pandémie, autrefois, il fallait qu'il y ait quand même suffisamment de morts, pas de malades, de gens dont on était sûr qu'ils étaient morts de la maladie et sur plusieurs continents pour qu'on décide qu'il y avait, faut qu'on déclare qu'il y avait une alerte, une pandémie. Non, maintenant, je vais vous la lire parce que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. La propagation mondiale d'un agent pathogène ou d'une variante qui infecte les populations humaines dont l'immunité est limitée. Et comment on sait que l'immunité est limitée? Ouais. Ou inexistante. Ah bah alors ça, si on avait une immunité inexistante, on serait bien mal en point tous, hein. Par une transmissibilité élevée et durable d'une personne à l'autre qui submerge les systèmes de santé. On nous ferme les lits. Ah oui. Bon. Par une morbidité grave et une mortalité élevée. Oui, c'est sûr, quand on ne soigne pas les gens, la mortalité augmente. Et qui provoque des perturbations sociales et économiques. Oui, c'est sûr, quand on ne soigne pas les gens, qu'on ferme les lits et qu'on ne sait pas de quoi on parle, il y a des perturbations sociales et économiques. Petit rappel de 2020. Et du coup, le rôle, vous voyez, le rôle de cet organisme s'intensifie, puisque c'est flou, c'est fou, c'est au-dessus des États. Et là, grâce au traité pandémie qui a été... c'est ironique, hein, c'est à cause qui a été signé, ça devient, l'OMS prend un rôle contraignant sur les États. C'est-à-dire que nos parlements, qui sont déjà complètement atones, amorphes et inexistants, n'auront même plus besoin d'exister. Je propose qu'on leur donne un vrai travail, d'ailleurs, à tous ces parlementaires, parce qu'on se demande ce qu'ils vont faire. Nous, on serait déjà au chômage depuis un moment. Mais voilà, est-ce qu'on peut accepter ça? Le rôle de cet homme, qui par ailleurs donc était un ancien et qui a des petits problèmes dans son pays, l'Érythrée, s'intensifie. Il n'a pas été élu. Son pouvoir devient discrétionnaire. Et il n'y a aucun contre-pouvoir qui a été prévu, mais aucun. Ça pose question quand même. Et alors ce qui me choque le plus dans tout ça, ce sont les enfants. Parce que l'OMS a décidé de s'occuper aussi de l'éducation de nos enfants. Aïe, 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 aïe. Alors je vais citer des collègues psychologues qui sont en première ligne sur ce sujet. Excusez-moi pour toutes celles que j'oublie, parce qu'elles sont nombreuses, Dieu merci. Il y a Marion Saint-Martin, Ariane Biran, Marie-Estelle Dupont, Sophie Audugé, et toutes celles que j'oublie, qui s'occupent de dénoncer cette politique prônée par l'OMS au sujet de nos enfants. Pourquoi est-ce que l'État s'occuperait de nos enfants? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les parents qui s'occupent de leurs enfants? Première question. Hein? Et les programmes mis en place par l'OMS visent à rendre nos enfants mais complètement fous, malades, stériles. Je trahis peut-être un secret de polichinelle pour ceux qui ne le savent pas, mais dans le canton de Vaud actuellement, on fait passer des questionnaires aux enfants
à interdiction d'en parler aux parents, enfants, mineurs, hein, 10-12 ans, en leur posant la question, est-ce que vous êtes bien à la maison? Est-ce que vous subissez des pressions? Est-ce que vous êtes bien dans votre sexe, dans votre genre? Mais ça, il faut comprendre que c'est l'OMS qui est derrière tout ça. L'OMS s'appuie sur, soi-disant, les travaux d'un certain docteur Kinsey aux États-Unis, qui était un pédocriminel notoire. Mais on en a fait des standards. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'après on va avoir la nausée. Mais pour dire, dans ce monde, tout est inversé. Tout est inversé. Il faut tout remettre à l'endroit. Et la manière de remettre à l'endroit, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de s'informer, de dire non, on n'est pas d'accord. Et il y a encore des gens qui ont la tête sur les épaules et qui peuvent dire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis, ayons le courage de nous opposer.